Welcome to the 128th season of the Canadian Club Toronto, Canada's Podium. For over a century, this platform has been a gathering place for visionaries, public figures, and decision makers to discuss the most pressing issues of our time. We've been having important discussions and debates around this podium in this country for well over a century. I call this a historic podium of record. Our club's always been a forum for visionaries, public figures, and decision makers to command attention to the issues of our time. The Canadian Club is one of the most important podiums anywhere in the world that a Canadian can speak to, tell Canadians what it is that they think, develop those thoughts. And so I want to thank you for that very, very much. Please join me in thanking our esteemed panelists today. Through our programs and events, including our youth and young leaders programs, our diversity partnerships, our joint events, and our media and social media opportunities, we offer you access to dynamic political, social, and business figures from abroad and right here at home. The platform from which the eloquence of Canada has flowed all of that time, whether it be business, education, politics, sports, arts, and culture. If someone wants to say something to Canadians about this country and about the future of this country, this is the venue you choose. Bonjour tout le monde. Welcome to our nearly 1,000. Bienvenue à nos presque 1000 participants en ligne de tous les coins du pays. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez pu vous rejoindre à nous cet après-midi pour cet important échange. Je suis très content de vous voir. Je m'appelle Tanya Van Biesen, présidente du Canadian Club Toronto et votre hôte. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où les encyclopédies et le téléjournal du soir étaient la source principale de nos informations, comme les livres ou les journaux, la télévision ou des réunions en personne avec des experts. Mais maintenant, avec Internet et les smartphones, nous avons tout un monde d'informations au bout des doigts. Nous pouvons faire une recherche sur le sujet à n'importe quel moment et recevoir des réponses instantanées. Cela a complètement changé la manière dont nous apprenons, dont nous nous connectons, dont nous faisons un avis sur différentes questions. C'est assez incroyable, mais ça veut dire aussi qu'il faut être extra prudent en ce qui concerne nos croyances et de nos sources, en ce qui concerne les sources de nos informations. Nous allons recevoir les dernières analyses sur la désinformation médicale et son impact sur les médecins, sur la communauté médicale, sur le journalisme et sur nous tous, les patients et les clients. Nous sommes ravis que l'Association médicale canadienne et Abacus Data ont réuni leurs efforts pour partager cette information avec nous aujourd'hui. Nous sommes capables d'organiser ces échanges critiques grâce au soutien de nos commandataires comme la gestion financière MD et Scotiabank. Nous les remercions de leur soutien généreux. Merci beaucoup. Nous sommes également reconnaissants vis-à-vis de l'Association des banquiers canadiens. C'est notre commanditaire cette saison. Et encore une fois, Air Canada est notre commanditaire et transporteur officiel. Nous sommes également fiers de vous annoncer que la Corporation Fonds des forêts du Canada et son initiative des forêts intelligentes est notre partenaire. Grâce au partenariat, nous avons planté et protégé plus de 1250 arbres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir aussi d'accueillir des étudiants de l'Université de Toronto, TMU, Seneca Centennial. Bienvenue à vous et nous attendons à ce que vous nous posiez d'excellentes questions. Quelques questions administratives. Tout d'abord, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet canadianclub.org. Il y a beaucoup d'informations sur les événements et l'adhésion au club, mais aussi nous avons un onglet génial pour des événements sur demande. Je vous invite à partager nos informations sur l'événement d'aujourd'hui et sur vos plateformes préférées. Sur vos tables, vous allez trouver des stylos. J'adore la partie questions-réponses de nos événements et vous pouvez remplir les fiches et vous pouvez les donner à notre modérateur pour nos invités en ligne. Merci d'appuyer sur Submit a question à droite de l'écran pour poser vos questions. Je donne la parole maintenant aux personnes qui vont partager des informations sur cette enquête.
Dr. Joss Rammer, présidente de l'Association médicale canadienne, Dr. Theresa Tam, administratif en chef de la santé publique, directrice de la rédaction du Globe and Mail, et notre modérateur aujourd'hui, El-Amin Abdelmahmoud, animateur de la CBC et animateur de l'émission Commotion. David, je vous cède la tribune. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi d'être ici avec vous et c'est un véritable privilège de participer à ce projet. Il est vraiment important. En tant que sondeur, j'ai un travail incroyable. Je peux poser des centaines de questions à des milliers de Canadiens et Canadiennes toutes les semaines sur leurs achats, sur leurs ventes, sur leur couple. Je pose peut-être trop de temps à poser des questions sur la vie politique aussi. Mais ce qui me fascine vraiment, c'est vraiment nos sources d'informations et comment comprenons-nous notre monde, notre place dans ce monde et notre interaction avec tout ce qui se passe autour de nous. Et lorsque nous posons la question suivante, l'environnement de l'information au Canada est-il sain? Lorsque nous posons cette question, eh bien, réfléchissons d'abord à l'importance de la question elle-même. En tant que personne qui vit dans le monde de la perception, il y a beaucoup de médecins qui vivent dans le monde de la réalité, mais moi, je vis dans le monde de la perception. Si quelqu'un croit que quelque chose est vrai, eh bien, s'il croit qu'il fait 40 degrés lorsqu'il se lève, mais en fait, il fait moins 40, pensez à la manière dont il est pour la canicule lorsqu'il il fait moins 40 degrés. Quel est l'effet sur notre façon de voir le monde? Donc, moi, je vois tous les jours en quoi cet écosystème forme la manière dont les gens se font une idée, un avis. Il faut comprendre cet univers pour produire un bon diagnostic sur l'état, justement, de l'environnement de l'information au Canada. Donc, je suis ravi, vraiment content que l'Association médicale canadienne ait décidé de unir ses forces aux nôtres. Ce ne sera pas la dernière fois pour nous pencher sur cette question importante pour les gens des médias qui voulaient faire des nouvelles. Eh bien, ce n'était pas un problème important pour eux. Mais maintenant, on voit que cela évolue. Depuis 12 mois, on voit des différences. Et je vais procéder à l'enquête. Je ne vais pas vous faire un sondage. Vous pouvez assister à mon cours à Carleton demain, si vous voulez. Mais en fait, l'enquête a été menée en ligne auprès de 3700 Canadiens et Canadiennes. Donc, c'est une étude, une enquête en profondeur, les générations, les régions. L'enquête a été réalisée après les élections présidentielles américaines. Nous l'avons fait à propos. Ce sont donc des données récentes pour vous donner un peu plus de contexte. Il y a eu une augmentation des cas de pneumonie ambulatoire dans l'Est du Canada. Il y a aussi, à l'époque, au moment de l'enquête, il y a eu des débats sur la privatisation des soins de santé au Québec. C'est dans le contexte dans lequel les Canadiens et Canadiennes répondent aux questions. Donc, je vais vous faire un bilan des Je ne vais pas passer énormément de temps sur chaque diapo. Il y a énormément d'informations. Quelles sont les Canadiens de fausses informations médicales. Et les Canadiens aussi font nocifs pour leur vie. Et chaque mois, pas chaque année, et encore moins chaque décennie, le paysage des médias devient de plus en plus fragmenté. Donc, et vous verrez que quelqu'un qui a 20 ans
vit dans un monde complètement différent à celui du monde dans lequel vit une personne de 65 ans. Et ce n'est pas seulement une question de la manière dont chaque personne gère sa santé ou aux professionnels de santé, mais concernant notre démocratie. Ceux et celles qui comptent énormément sur les réseaux sociaux restent les plus vulnérables à la désinformation. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Nous voyons un lien direct aux personnes exposées à la désinformation, aux personnes qui croient les mauvaises informations et un lien entre cela et les mauvais résultats sur la santé. Les efforts actuels pour combattre les désinformations ne sont visiblement pas suffisants. Qui doit d'ailleurs, cette réponse va vous surprendre. Quelles sont les tendances clés? D'abord, de plus en plus de Canadiens ont recours aux médias sociaux pour s'informer. Je répète cette statistique à chaque fois. 1 sur 4 Canadiens de moins de 30 ans disent que leur source principale d'information est TikTok. Et ce n'est pas interdit aux États-Unis, en tout cas pour l'instant. Donc, cela fait partie de la réalité dans laquelle nous vivons. Nous trouvons que de moins en moins de Canadiens consultent les sites de nouvelles comme celui d'Angela pour obtenir leurs informations. C'est donc la réalité actuelle que nous avons absorbée. Donc, un changement des sources d'information, cela est lié aussi au fait de se détourner carrément le regard. Beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui disent qu'ils ne consultent même pas les nouvelles parce que les nouvelles sont mauvaises et accablantes. Il est intéressant de voir la différence entre les générations, donc la génération Z et les millénarios. Les médias sociaux sont la source principale d'information pour la génération Z et les milléniaux, alors que pour la génération X et les baby boomers, c'est plutôt Donc, l'équipe qui a travaillé sur cette enquête reconnaît que beaucoup des contenus que nous recevons, et notamment ce qui concerne la santé, sont créés et diffusés des États-Unis. Donc, l'une des tendances, c'est qu'il y a de moins en moins d'organisations qui investissent des ressources dans les reportages sur la santé. Donc, du coup, la source principale devient les États-Unis. 55% pensent que la plupart des nouvelles canadiennes, plus de la moitié disent que l'origine de ces nouvelles, ce sont les États-Unis. Et les Canadiens trouvent, et on a posé la question sur le rôle de l'intelligence artificielle. Un tiers dit que cela aura une incidence positive sur la couverture et un tiers qui dit que l'incidence sera négative. Et que ce sont les jeunes qui trouvent qu'il y aura une incidence positive, alors que les autres n'en sont pas sûrs ou très sceptiques. Donc, il faudra surveiller cela de près à l'avenir. Donc, nous avons posé la question concernant l'exposition à la désinformation en santé et nous constatons une hausse de 8% depuis un an chez ceux qui pensent qu'à l'occasion, ils sont exposés à la désinformation en santé. Donc, souvent, 14% et à l'occasion, 45%. Il y a une espèce vraiment en péril au Canada qui pensent n'être jamais exposés à la désinformation en santé, ou bien ils ne sont pas en ligne ou ils ne veulent pas croire qu'ils sont exposés à la désinformation en santé. C'est un phénomène intéressant. L'année dernière, il y a eu un écart important entre les anglophones et les francophones. Cet écart a presque complètement disparu. Donc, la probabilité d'être exposé aux mauvaises informations en français, en fait, est tout à fait pareille que la chance d'y être exposé en anglais. Lorsque nous regardons les différentes générations, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une hausse dans toutes les générations, les plus Canadiens plus âgés.
sont moins aptes à croire qu'ils y sont exposés, mais plus de la moitié des baby boomers pensent qu'ils y sont exposés. Mais regardez la différence. 7 milléniaux sur 10 croient être exposés à la désinformation sur les soins de santé, au moins à l'occasion. 7 personnes sur 10. Je suis moi-même millénial dans la catégorie des... L'Association médicale canadienne a pris le risque de m'écouter, ou en tout cas, je les ai encouragés. Nous avons posé un geste très difficile. Nous avons essayé de mesurer la susceptibilité des Canadiens à la désinformation. Ce n'est pas facile et ce que nous avons fait n'est évidemment pas parfait, mais nous avons pris quelques contre-vérités assez courantes et nous y avons mêlé quelques vérités et puis nous avons demandé est-ce vrai ou faux? Et ils pouvaient dire je ne suis pas sûr. Et vous pouvez voir quelques exemples de fraude électorale. Alors, 49% de Canadiens croient que c'est vrai. Ça veut dire qu'au moins 50% croyaient que c'était faux ou ils ne sont pas sûrs. Et donc, cette question-là et d'autres questions portant sur la santé, et une autre diapo, que l'utilisation d'écrans solaires à base chimique ou minéral peut provoquer une carence en vitamine D. 28% pensent que c'est vrai, 3 pensent que ce n'est pas, que c'est faux. Et nous avons réponse et nous avons un index qui, dans la mesure du montre la susceptibilité à la mauvaise information. Et en fait, le résultat est très préoccupant. Presque la moitié des Canadiens, plus de 4 Canadiens sur 10, nous croyons, selon nous, sont très vulnérables ou très vulnérables à la désinformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour beaucoup de ces questions que nous avons incluses dans l'index, dans l'indice, ils croient lorsqu'on leur pose une question sur cette information fausse. Ça veut dire que 3 millions de Canadiens et Canadiennes sont hautement susceptibles à la désinformation, que cela concerne la santé, la politique, ou le lever du soleil, ou est-ce que la Terre est plate? Nous n'avons pas posé les questions sur la Terre plate, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu une différence entre une génération. Les plus jeunes étaient plus susceptibles que les Canadiens plus âgés, mais l'écart n'est pas aussi important lorsqu'on se penche sur les sources d'information. Mais cela en dit long sur l'écosystème. Ce n'est pas seulement une question sur l'écosystème, mais c'est lié à d'autres facteurs, par exemple la vie politique. C'est un facteur où vous vivez, l'accès que vous avez à d'autres sources d'information. Tout cela contribue au niveau de susceptibilité. Et la raison pour laquelle je voulais que l'on se penche sur cette question, seulement pour décrire le niveau de susceptibilité dans le pays, mais c'était pour commencer à comprendre les répercussions de cela. Qu'est-ce que cela veut dire que quelqu'un est plus vulnérable ou non? Et j'y arrive. Nous avons donné aux Canadiens des exemples de nouvelles qu'ils voient dans les nouvelles, par exemple, les reportages sur l'épuisement professionnel des intervenants de la santé, médecins. C'est un vrai problème. Lorsque vous voyez une nouvelle comme celle-ci, est-ce que vous prenez cela avec un grain de sel? Et vous voyez que ça change. Par exemple, par rapport à l'innocuité d'un nouveau vaccin, c'est une minorité, mais il y a beaucoup de Canadiens qui prennent cette nouvelle avec un grain de sel. Et on voit bien si certaines de ces informations ne sont pas sujettes à controverse. Ça ne devrait pas être le cas. Alors, autre question qu'on a posée, quelle est votre réaction lorsque vous voyez une citation ou un message ou un contenu qui commence par beaucoup d'études scientifiques montrent que, j'ai bien dit beaucoup,
d'études, pas seulement une. Lorsqu'on voit ce que vous avez cette information, comment réagissez-vous? Est-ce que vous faites partie des gens qui font confiance, font généralement confiance, sont sceptiques ou ne font pas confiance du tout? Et si on regarde les résultats, on a deux façons de voir. On a la plupart des gens qui disent j'ai plutôt confiance, je suis enclin à faire confiance. La plupart des gens vont dire des choses comme je fais confiance aux scientifiques, les scientifiques sont des personnes nobles et dignes de confiance. Mais on a presque 4 Canadiens sur 10 qui ne vont pas faire confiance ou vont être sceptiques sur ce qu'ils entendent. Et c'est là, on parle vraiment d'études qui ont été revues par les pairs et qui sont parfaitement valables et auxquelles les Canadiens ne font pas confiance. Donc, on s'est demandé si, à présent, si les Canadiens reconnaissaient que la façon dont ils recevaient les nouvelles affectait la confiance qu'ils avaient vis-à-vis de ces nouvelles. Et quelles étaient les répercussions dans le domaine de la santé. Et on voit ici les résultats. Donc 43% détresse psychologique, 41% perte de confiance, 38% délai dans l'obtention des soins, et également on voit une détérioration des relations avec la famille. Donc non seulement on voit que on sait que l'exposition aux informations, la désinformation a un effet sur les gens, sur leur relation avec les autres, leur perception d'eux-mêmes et pas seulement sur le système de santé. Mais c'est également le cas sur le système de santé puisqu'on peut avoir des gens qui vont venir poser des questions et remettre en question les infirmières et les médecins. Donc ça a un effet également sur le système de santé. Alors à présent, on s'est demandé ce que faisaient les gens en ligne. Est-ce que les gens font confiance aux conseils qu'ils trouvent en ligne? On a une réponse positive pour 4 Canadiens sur 10. 1 sur 3 suivi des conseils qui avaient été obtenus en ligne plutôt que les conseils d'un médecin. On y reviendra dans un instant. On a parlé de Dr Google en introduction. Dr Google, effectivement, parfois va gagner la bataille lorsqu'on cherche la vérité. On a également une portion de Canadiens qui ont eu une mauvaise réaction, des dommages sur leur santé après avoir suivi. Et c'est peut-être un chiffre qui est plus élevé que ce que l'on voit. Mais une des choses les plus intéressantes qu'on a appris dans notre enquête, j'ai parlé de ceux qui étaient très perméables à la désinformation et ceux qui l'étaient moins, et on va regarder ces deux comportements. Je vais vous montrer le bas de cette diapositive et l'écart entre ceux qui ne sont pas perméables et ceux qui sont très perméables, qui ensuite ont eu des effets indésirables parce qu'ils avaient suivi des conseils en ligne. Donc 39% de ceux qui étaient très perméables à la désinformation font rapport d'effets néfastes sur leur santé suite à des conseils qu'ils ont suivis en ligne. Mais seuls 2% de ceux qui ne sont pas perméables à la désinformation en font rapport. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation très forte, peut-être un lien de cause à effet d'ailleurs, entre cette perméabilité à la désinformation et l'effet que ça peut avoir sur la santé. Alors la bonne nouvelle, c'est que on s'est demandé comment résoudre ça, quelles pouvaient être les réponses à ces problèmes. On voulait comprendre quels étaient les signaux utilisés par les consommateurs de la désinformation pour comprendre ce qui était bon ou pas bon. On s'est rendu compte que l'auteur de l'information était ce qui était le plus important pour la plupart des gens. 56% déclarent que la personne qui émet l'information va entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer la qualité de cette information et ensuite la façon dont on accède à cette information. J'ai fait également des recherches sur la génération alpha. On les connaît mal, mais on sait qu'ils sont très différents et que pour eux, la quantité est un indicateur de précision de l'information. Combien de gens ont commenté, combien de gens ont partagé. Donc ça, c'est une bataille à laquelle il va falloir faire face. Alors, quelques bonnes nouvelles.
la plupart des Canadiens continuent à faire confiance à la plupart des professionnels de santé et des institutions et qui sont là pour protéger notre et Canadiens dans l'écosystème de santé. On voit hein, les médecins, les pharmaciens, les infirmières restent les personnes auxquelles les Canadiens accordent le plus leur confiance. Et il y a quand même une forte proportion de Canadiens qui ne font pas confiance à ces professionnels. On a ici l'Association médicale canadienne et aussi avoir confiance et ils sont capables de faire la distinction entre la confiance qu'ils ont en ces institutions et leurs orientations politiques. Et les gens qui sont à la tête de ces organisations. Donc 2 Canadiens sur 3 déclarent avoir confiance dans ces institutions, les associations de patients et autres. Alors, quand d'autres sources d'information, par exemple les journalistes, les médias. Alors, sont en augmentation, ce qui est une bonne nouvelle. Ça vient contrecarrer la tendance qui montre que beaucoup de gens pensent être exposés à de mauvaises informations. On voit qu'il y a peut-être ici un équilibre des forces qui s'inverse, je l'espère. Vous voyez hein, la différence entre les organisations canadiennes et les médias canadiens et les médias américains. On voit bien hein, l'importance d'avoir un écosystème national canadien. Regardez qui est tout. On pourrait presque remplacer cette diapositive par une photo de la cérémonie d'investiture de Trump. On voit donc que les plateformes voilà donc le niveau de confiance des Canadiens dans les plateformes. Le problème des plateformes, c'est qu'on se demande toujours si elles donnent de l'information pour gagner de l'argent ou pas. En tout cas, il y a confiance, mais on a qui se donc un manque de confiance ne veut pas dire que les gens ne vont pas se rendre sur les plateformes. Alors maintenant, lorsqu'on demande aux gens, à votre avis, qui est responsable, qui peut protéger contre la désinformation? Les Canadiens se disent, ça ne sera pas les plateformes ou les chaînes elles-mêmes, elles sont toutes en bas. Hein. 15% des Canadiens pensent qu'elles sont responsables de protéger les gens. Tout en haut, on va avoir Santé Canada et notre fédéral, et c'est le gouvernement qui est donc responsable de la réglementation, de la protection, les associations professionnelles, les universités également. On a donc 4 Canadiens sur 10 qui pensent globalement qu'elles ont une responsabilité. Mais si on regarde l'avant-dernier, 1 Canadien sur 4 pense que eux-mêmes sont responsables, ont la responsabilité de se protéger contre la désinformation. Et ça, c'est assez honnête si on y réfléchit. Hein. On se dit, moi, je sais que je suis responsable moi-même de me protéger et j'ai besoin des autres pour m'y aider. Malgré une augmentation de la désinformation, la majorité des Canadiens pensent qu'ils peuvent trouver une information qui est précise, qui est objective et utile. Les Canadiens se disent j'ai besoin de savoir que je peux trouver une information pertinente. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux qui visionnent plus de contenu sur la santé de la part de sources fiables vont se sentir plus informés et plus éduqués. Ça fait partie, donc on voit ici l'importance de notre écosystème une fois encore. Enfin, ici, on a une augmentation de 9 points, ce qui est tout à fait signifiant.
Et on voit qu'un meilleur accès à des informations de santé vont permettre de contrer la désinformation. Là encore, c'est un système qui nous est adressé. Les Canadiens veulent un meilleur système. Ils ne sont pas forcément prêts à payer pour cela, on peut y revenir, mais au moins ils reconnaissent qu'il y a un problème et quelles peuvent être les solutions. Alors je vais finir sur cette idée. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur les faits, on ne s'accordera pas sur les solutions. C'est une évidence. Et je pense que les données montrent bien à quel point il est important d'avoir un écosystème d'information qui soit fiable, parce que c'est vraiment le réseau, le tissu sur lequel on va pouvoir bâtir tout le reste. Moi, je suis absolument obsédée, fascinée par l'opinion publique, pourquoi les gens font ce qu'ils font. Parfois, je suis très étonnée de ce que je constate, mais il faut se demander pourquoi on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut les ramener à un point donné. On ne peut pas simplement se dire: «C'est comme ça, les choses sont comme ça». Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je continue ce travail et que je suis ravie d'accueillir, nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une très bonne journée. Hello, everybody. That Bonjour à was tous. grim. Thank you. C'était un peu déprimant, merci beaucoup. Je pense que tout le monde se sent un peu déprimé. Bon, l'idée d'être, perméable à la désinformation, je pense que c'est un bon cadre, à cette conversation parce que c'est avec ça que l'on travaille, hein, cette réalité, qui nous permet de comprendre la désinformation. Et moi, ma relation à la désinformation a changé au fil des années. Je plaisantais là-dessus. Ce n'est plus forcément, toujours le cas, et je pense que petit à petit, j'ai changé un peu mes sources d'informations. Alors, ce que je voudrais au départ, c'est peut-être avoir votre réaction à cette enquête. Oui, je pense que c'est, une enquête qui donne à réfléchir et qui nous montre bien que, lorsqu'on a des chiffres, hein, ça montre bien, ce qui se passe. Ce qu'on a vu ici, c'est ce que l'on entend lorsqu'on parle aux professionnels de la santé. On a ce problème double où les gens à la fois sont bombardés de désinformation et en même temps, ils ne sont pas à même de pouvoir accéder à des soins de santé. Et lorsqu'on a ces 2 phénomènes qui se produisent en même temps, ça met les gens dans une situation très vulnérable. Ils ne vont pas avoir de relation avec un professionnel de santé fiable pour leur donner l'information nécessaire. Donc, 37 des gens de l'enquête ont dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas cette relation avec un professionnel de santé qu'ils allaient en ligne. Ils ont des questions de santé, ils ont besoin de réponses et lorsqu'ils n'ont pas de réponse fiable, ils cherchent des réponses là où ils peuvent et c'est là que la désinformation intervient parce qu'on sait que les algorithmes sont, conçus pour, bombarder d'informations. Donc ça donne vraiment à réfléchir de voir ces 2 phénomènes qui se produisent en même temps. Je ne pense pas qu'aucune génération par le passé ait, fait l'expérience de ces 2 problèmes combinés et c'est quelque chose qui inquiète les médecins, les professionnels de santé et tous ceux qui sont dans la pièce. Oui, je voudrais, revenir à cette idée, hein. Ça change le travail des professionnels de santé, des médecins. On va passer à notre orateur suivant et parler des implications en termes de santé publique. Oui, j'ai plein, d'idées qui me viennent, mais merci en tout cas de nous avoir donné, ces données. Je pense que ça permet de voir, l'étendue du problème sans l'exagérer, au contraire le minimiser et de comprendre quels sont les domaines sur lesquels on peut agir. Je pense, et je pense que certaines des tendances, qu'on voit dans l'enquête, ce sont des tendances que l'on suit depuis un moment, donc c'est très utile de le constater. Et c'est très préoccupant, bien entendu, du point de vue de la santé publique, parce que, la santé publique est basée sur la confiance. Si on n'a pas cette confiance, que le public n'a pas confiance en nous, nos messages, nos recommandations ne vont pas résonner chez les gens et les conseils ne seront pas suivis. Donc il est extrêmement important c'est,
par exemple, dans le cas d'un vaccin, si les gens n'ont pas confiance, on va perdre l'efficacité du vaccin. Tout ça va avoir un impact sur la population et la santé de la population. Et l'enquête montre également que quels sont les déterminants de la santé. L'endroit où on vit et où on existe dans l'écosystème de l'information est aussi important que l'endroit où on habite physiquement, l'endroit où on se place dans l'écosystème de la santé, de l'information de santé. Mais ce qui donne de l'espoir, c'est que la majeure partie des gens qui ont répondu à l'enquête continuent à faire confiance aux professionnels de santé et continuent à faire confiance à Santé Canada et aux agences de santé publique. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose que l'on peut faire collectivement. Et en même temps, ça nous montre quelle est notre responsabilité pour maintenir cette confiance et fournir l'information dont les gens ont besoin et à laquelle ils veulent accéder. C'est la différence entre nous, hein, je pense. Hein. Moi, je suis assez... j'ai de l'espoir parce que vous dites que ça vous donne de l'espoir, alors que moi, en voyant l'enquête, je me suis plutôt dit: «Ah, moi, je pensais que c'était pas trop mal» et en fait, la situation est assez, désespérée. Mais vous dites qu'il y a il y a de l'espoir. Oui, en tout cas, on peut agir. Je pense qu'il faut être optimiste et ne pas se dire, mais ne pas se dire que tout va, se résoudre, par soi-même, mais simplement, ça nous montre où est-ce qu'il faut agir. Craig, vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur la désinformation. Ça fait plus de 10 ans que vous couvrez ce domaine. Oui, je ne la produis pas, hein, en effet. Mais pour moi, vous êtes comme Richard Attenborough, le Richard Attenborough de la désinformation, parce que c'est quelque chose que vous suivez depuis le début. Donc, lorsque vous regardez cette enquête, quelle est votre réaction sur la situation? Oui, j'ai essayé de consulter l'enquête par avance, mais en la voyant, je vois bien que le point essentiel, c'est l'accès aux soins de santé, au système de santé, parce que lorsque on perdait des journalistes dans le pays, les Canadiens moyens qui interagissaient avec les journalistes étaient moins nombreux. Parfois, par le passé, on avait les journalistes qui faisaient partie de notre réseau quotidien. Par exemple, on avait les enfants qui jouaient avec les enfants des journalistes au football ou autre. Et c'est la même chose pour les professionnels de santé. L'idée, c'est de les côtoyer régulièrement, mais même, lorsqu'on ne les côtoie pas ou qu'on ne les côtoie trop peu, 15 minutes par-ci par-là, ça pose problème. Et les gens se demandent vers qui se tourner. Si mon médecin ne me consacre que 15 minutes, par exemple, je vais aller sur YouTube et il y aura des gens qui vont passer des heures avec moi, qui auront préparé des vidéos pour me parler de tel ou tel problème, qui vont me donner l'impression qu'ils me traitent avec respect. Donc voilà, où vont aller les gens? Je pense qu'il faut bien être conscient de ça. Et c'est la même chose. Donc, si on n'a pas un journaliste, on ne côtoie pas un journaliste ou on ne côtoie pas un médecin dans sa communauté, on s'éloigne de ce lien. Et il y a beaucoup de gens qui ont répondu dans l'enquête à des questions: «Est-ce que vous y croyez ou pas?» et beaucoup de gens ont répondu: «Je ne suis pas sûr». On peut se demander, oui, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sûrs? Et on peut le voir autrement et se dire, ces gens-là, on va pouvoir les influencer. Tous les anti-vax, tous les activistes de la désinformation, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Et ils vont les recruter, ils vont essayer de les convaincre, de les atteindre. Donc on peut secouer la tête en se disant: «Oh, ils ne sont pas sûrs». Oui, mais justement, s'ils ne sont pas sûrs, s'ils ne savent pas très bien, il y a là une occasion d'aller les chercher, de les aider, de leur fournir de l'information et c'est ça qui est important. Et vous aviez dit que, pour les jeunes générations, la quantité d'informations, était importante et on a effectivement un niveau de saturation qui est important.
on se dit: «Ah, s'il y a plein de gens qui le disent, c'est sûrement vrai» et on commence à y croire. L'argument lui-même commence à, disparaître avec cet effet de saturation et on va adhérer à l'information à laquelle on est, exposé, par saturation. Donc il faut réfléchir à cela et établir des stratégies. Il y a des occasions d'aller chercher les gens, mais il y a également des difficultés parce que, la plupart des gens qui sont mal intentionnés, savent ce qu'ils doivent faire, ont des outils. Oui, vous avez raison, tout à fait. C'est pas simple, il s'agit pas simplement de contrer la désinformation. Il faut, faire non, il faut qu'il y ait un effet de masse et de nombre. Oui, effectivement, hein, notamment, je sais que les groupes, pro-vaccins ont commencé, à utiliser les mêmes armes que les anti-vaccins pour aller, chercher les gens et les convaincre. Ils ont cette cause qui permet de convaincre les gens. Alors, on a donc pour l'instant 2 qui ont espoir et qui gardent espoir et 2 qui ne gardent plus espoir. C'est pas si mal. J'étais assis à côté d'Angela lorsqu'on est arrivé à la diapositive qui disait que de plus en plus de Canadiens évitent les nouvelles. Et Angela m'a dit, j'ai une réponse, hein. J'ai une solution. On disait auparavant que vous êtes la réponse, qu'une institution comme le Globe and Mail est toujours la réponse. Mais je pense qu'on dit cela de moins en moins. Mais réponse, oui, il est de plus en plus difficile depuis quelques années pour reprendre quelque chose que disait Craig. Les plateformes et les algorithmes modifient ces algorithmes tous les jours. Il y a des personnes derrière tout cela qui décident en fait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est très dangereux. Et j'imagine qu'on va parler de la loi sur les nouvelles en ligne et le blocage de Facebook. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a des problèmes là-dessus. Mais là où je peux... où je pense qu'il y a de l'espoir pour faire ex aequo entre l'espoir et le désespoir. Moi, je fais la différence entre mes informations et des désinformations. On va en avoir beaucoup en 2025. Donc, j'espère qu'on organise un panel là-dessus au Globe and Mail. Nous l'avons vu. Et l'évitement des nouvelles est un grave problème pour nous. Nous avons posé un certain nombre de gestes l'année dernière. Nous avons commencé à créer de nouveaux domaines de reportage. Nous avons changé le rôle de certaines personnes. Par exemple, Eric Anderson, qui travaille sur la santé mentale, écrit maintenant sur le bonheur, sur le reporter en matière de bonheur. C'est beaucoup plus positif. Et la réponse à ces articles est très positive et beaucoup de commentaires, en fait, dans les commentaires, on dit que moi, j'évitais de regarder les nouvelles, mais maintenant, moi, je veux bien lire des articles comme ceux-là. Et nous avons fait la même chose sur la culture et dans d'autres domaines. Et nous avons également renforcé notre équipe de reportage sur la santé. Nous avons une équipe de 10 personnes maintenant, 5 reporters. D'autres vont bientôt commencer dans quelques semaines. Et nous espérons que, à fur et à mesure que les gens, une évolution des titres, ils reviendront aux nouvelles. Et maintenant, quelques mots sur Facebook. L'un des enjeux, je ne peux pas m'en empêcher, l'un des défis pour nous, eh bien, je vais commencer par une anecdote. Il y a 2 ans, j'ai eu le diagnostic du cancer du sein. Ça va maintenant, mais je vais passer par tous les soins. J'appartiens à beaucoup de groupes sur le cancer du sein. Ils ne peuvent pas poster de bonnes études scientifiques dans ces groupes parce que Facebook ne montre pas le lien. Parce que tout ce qui inclut un lien au Globe and Mail n'est pas autorisé. Maintenant, on peut uniquement partager des merdes, désolé pour utiliser ce mot. Mais quelqu'un qui paraphrase ou qui résume une étude scientifique, mais qui n'a pas la formation pour résumer les études scientifiques, eh bien, c'est très dangereux. Moi, je pense que vous étiez pour l'espoir. Eh bien, l'espoir
La note d'espoir, c'est que nous pouvons, nous participons dans la solution. Il y a des institutions, nous faisons partie des institutions qui n'hésitent pas à aborder ces questions. Voilà pourquoi nous avons organisé ce panel. Mais comment est-ce que cette désinformation a un impact sur votre travail? Pour vous, docteur, en quoi est-ce que la mésinformation, la désinformation a incidé sur votre travail? Réponse. On a parfois l'impression que nous exagérons lorsque nous disons que la mésinformation peut être une question vitale. J'imagine qu'il y a beaucoup d'anecdotes ici dans la salle, mais je vais vous raconter une histoire à l'hôpital. Je travaille dans un hôpital pour femmes et quelqu'un avait une hémorragie postpartum avec beaucoup de sang. En fait, c'est l'une des causes principales de la mort chez les nouvelles mères. Mais elle a refusé la transfusion parce qu'elle ne voulait pas le sang d'une personne vaccinée. Et ça c'est vraiment, ça déchire le cœur parce que c'est quelqu'un qui essaie de prendre les meilleures décisions pour elle-même, pour sa famille, pour son nouveau-né. Elle veut évidemment ce qu'il y a de mieux pour elle et pour son nouveau-né, pour ce nouveau bébé. Elle a pris décision sur des fausses informations et c'était une question de vie et de mort. Ce sont des problèmes humains. On voit les chiffres. Il est difficile de les surveiller. Mais je pense que chacun et chacune ici a déjà été confronté à ce problème. Vous pouvez tous nommer quelqu'un qui n'a pas pu accéder aux soins lorsqu'ils en avaient besoin. Et dans un groupe Facebook où on partageait de bonnes informations sur le cancer du sein, ne le font plus. Des gens qui refusent de prendre leur tamoxifen ou la chiméo parce qu'ils ont entendu quelque part que ça produit d'autres cancers. C'est là où on est confronté à ces histoires absolument déchirantes. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins ici qui peuvent raconter des choses pareilles. Et il faudrait que les réseaux sociaux assument leurs responsabilités en la matière. Ces plateformes font du fric sur la base de la diffusion de ces mésinformations. Ils pourraient changer leur algorithme du jour au lendemain. Cela ferait toute la différence pour les Américains, pour les Canadiens, que l'on veuille consommer cette information ou pas. C'est ce que l'on voit. Donc, c'est l'une des répercussions sur le système de santé. Et il faut régler, il faut remédier aux problèmes dans le système de santé, car ces problèmes, ce dysfonctionnement ne fait qu'alimenter le problème. C'est une des questions sur les fiches de la salle. C'est une question sans doute difficile. Voici la question. Beaucoup d'organismes provinciaux de la santé qui représentent les médecins, par exemple, mènent constamment des campagnes publiques où ils évoquent les problèmes du système de santé. Ils sont souvent critiques vis-à-vis du système de santé qui me paraît bonne. Ces messages sont souvent exacts. Mais en quoi est-ce que ce travail, ces campagnes peuvent éroder justement la confiance de la population vis-à-vis du système de santé? Comment trouver le bon équilibre? Oui, il y a des problèmes, mais soutenez votre médecin, s'il vous plaît. C'est une question difficile parce que des journalistes me demandent souvent, que diriez-vous aux Canadiens, aux Canadiennes qui ne peuvent pas accéder à un médecin de famille? Et c'est difficile, je n'ai pas toujours une bonne réponse, car si vous ne pouvez pas accéder à des relations de confiance avec des experts en santé, eh bien, vous êtes vraiment coincé. Vous devriez vous rendre sur le site de la Santé Canada. Si vous avez le diabète, rendez-vous sur le site de l'Association du diabète. Et pour les femmes enceintes, il y a des sites aussi. Mais c'est un vrai problème. Nous faisons campagne, nous essayons de pousser les politiciens à prendre les bonnes décisions, mais les Canadiens l'entendent. Donc, nous leur disons d'en parler avec leur médecin, mais la réalité, c'est que souvent, ils n'ont même pas de médecin de famille. Ils sont orphelins d'un médecin de famille. J'ai un peu perdu le compte entre l'espoir et le désespoir. Docteur Tam, comment est-ce que la désinformation se manifeste dans votre travail? Comme l'enquête le montre, la
l'information fausse peut avoir un impact non seulement sur les particuliers, mais sur les populations. Et moi, je travaille dans ce domaine-là. Par exemple, l'impact sur la vaccination et toute réponse future à une pandémie. Évidemment, j'y pense tous les jours. Ce sont de bons exemples. L'Agence de la santé publique du Canada a demandé un rapport intitulé Ligne de fracture. Et les recherches indépendantes montrent que lorsque le vaccin de la COVID a été mis à disposition entre l'automne 2020 et le mois de mars 2021, l'absence de confiance fondée sur la désinformation, la mésinformation, mais aussi des problèmes comme l'accès, comme l'ont dit d'autres, cela peut incider vraiment sur la santé. Ils calculent à 2800 morts évitables liées à la méfiance vis-à-vis des vaccins et des coûts d'environ de centaines de millions de dollars dans les hôpitaux que l'on aurait pu éviter s'il avait existé la confiance. Les données qui montrent que les jeunes sont beaucoup plus méfiants et obtiennent leurs informations sur les réseaux sociaux, ça devrait être un axe de travail absolument prioritaire, car ce sont les parents de demain et ils vont décider de la vaccination ou non de leurs enfants futurs. Donc, lorsqu'on voit le niveau de couverture entre la pandémie et avant la pandémie et maintenant, il y a une baisse. Pour le vaccin ROR, il y a une baisse de plusieurs points de pourcentage, alors qu'il faut une couverture très élevée. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour veiller à ce que les jeunes adultes puissent obtenir les informations dont ils ont besoin pour protéger leurs enfants futurs, eh bien, c'est absolument primordial. Ensuite, nous savons qu'il y aura une nouvelle pandémie, mais nous ne savons pas quand. Maintenant, c'est la grippe. Il y a la nouvelle grippe que nous surveillons de près. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il sera plus difficile maintenant d'obtenir l'aval de la population qu'au début de la pandémie, notamment en raison de la méfiance vis-à-vis de certaines institutions. J'espère que pas vis-à-vis de l'Agence de la santé publique du Canada, mais cela nous aide à prévoir le niveau d'acceptation des vaccins. Les vaccins mRNA est un véritable miracle pour le système de santé, pour la santé publique, mais beaucoup voient ces vaccins avec beaucoup de méfiance. Il faut pouvoir expliquer comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que cela a été découvert, et il faut le faire de sorte que ce soit entendable et comprenable par le plus grand nombre. Edelman et d'autres surveillent de près. Je suis de près leur baromètre pour savoir comment adapter notre réponse. Mais on n'a même pas parlé de l'activité physique ou de l'alimentation saine, dans tous ces domaines. Prévention, promotion de la santé, mais aussi la réponse en temps de crise. Il faudra trouver de manière collaborative la meilleure action collective. Question. Si nous ne savons pas quand surviendra une nouvelle pandémie et vous pensez que le niveau de confiance est plus faible maintenant qu'en 2020, c'est énorme. C'est grave. Donc, je prends ce détail et je pose la question suivante à Craig. J'en fais la blague sur Richard Attenborough. C'est une blague? Quelle déception! Mais en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que vous avez suivi de près l'évolution de tout cela depuis
des solutions localisées et ensuite les solutions dont on avait besoin au niveau de tout le système. Vous avez parlé d'adolescents norvégiens ou d'adolescents macédoniens qui dupaient les gens concernant les nouvelles au Canada. Et vous avez dit que c'était un problème. Mais ensuite, maintenant, ce n'est pas seulement une histoire d'ados en Macédoine. Ce sont les plateformes, Facebook et autres. Mais je ne peux pas vous poser une question qui vous mène vers une réponse. Mais voici ma question. Est-ce que vous croyez que croyez-vous que c'est un problème? Réponse. Meta est revenu sur sa politique. Entre 2010 et fin 2016, il ne s'estimait pas responsable de la responsabilité. En fait, c'était la manière dont le système fonctionnait pour amener les gens au site qu'ils voulaient voir. Et donc, on voit toutes sortes de canulars sur la mort de personnages très en vue ou des histoires un peu loufoques sur les gens qui mouraient dans des circonstances bizarres. C'était très répandu. Mais en 2016, avec Brexit, avec la première victoire de Trump, avec la victoire de Duterte aux Philippines, les plateformes se sont dit, eh bien, on n'a pas suffisamment assumé nos responsabilités en la matière, donc nous allons intervenir pour changer cela. Et cette période a pris fin il y a environ 2 ou 3 ans. Et avec l'assermentation de M. Trump hier, nous sommes définitivement sortis de cette période-là. Donc, est-ce qu'on va revenir à la donne précédente ou est-ce qu'ils vont vraiment laisser faire ou est-ce qu'il y aura encore, est-ce que ça va être encore plus la jungle qu'avant 2016? Donc, sur Facebook, c'est là où ils ont commencé, ils y retournent. Et pour Twitter, ils n'ont pas changé vraiment après 2016. Ils n'ont pas travaillé avec des vérificateurs de faits. En tout cas, ces équipes ont été limogées lors de l'achat par Musk de la plateforme. Donc, dans l'ensemble, ces plateformes ne s'y sont jamais vraiment engagées. Ils essayaient de rester à l'affût de l'actualité politique. Donc, Mark Zuckerberg a dit que les vérificateurs de faits n'étaient pas impartiaux et qu'il y avait trop de censure. Il aurait pu changer les choses sans aller aussi loin. Maintenant, est-ce qu'il est possible de revenir là-dessus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va dire nous n'avons pas assumé suffisamment bien nos responsabilités, on va revenir à la politique intérieure? Je ne sais pas. Ça va être très difficile. Exception faite de Twitter, je pense que ça va sur Twitter, en fait, ce sont les choses dont Musk veut faire la promotion qui sont mises de l'avant sur Twitter. Oui, c'est désespérant. C'est pas une source d'espoir du tout. Question, en quoi est-ce que l'environnement au Canada est différent? Au moins sur Facebook, aux États-Unis, vous pouvez poster un lien au New York Times. Certains peuvent poster à des sources de bonne réputation. À l'heure actuelle, au Canada, cette option n'existe même pas. Vous ne pouvez pas poster un lien au Globe and Mail ou à la CBC et vous ne pouvez pas poster un lien au New York Times non plus. Donc, comment fonctionner dans un tel environnement ou sur quoi faut-il essayer de peser pour répondre à ce problème? Réponse, c'est un problème très grave. Lors des incendies en Colombie-Britannique il y a 2 ans et maintenant, c'est un problème. Et maintenant, avec les élections qui s'en viennent, vous ne pouvez pas poster le lien du nouvel à une source de bonne réputation. Pas au Star, pas au Globe and Mail, pas à la CBC. À quoi vont ressembler ces élections? Je me pose vraiment la question. Au Globe and Mail, nous avons redoublé d'efforts pour dire que ce soit le journal, le site web, les alertes, nous avons dit que voilà ce que nous pouvons maîtriser, ce que nous pouvons contrôler. Tout est fondé, tout ce que nous publions est fondé sur les preuves et fait l'objet de recherches, suit les lignes directrices.
Nous avons engagé 29 nouveaux reporters, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, il y a de nouveaux contenus. Et notre façon de combattre ce qui se passe, eh bien, c'est de se dire que lorsque la pandémie est survenue, les gens venaient en grand nombre chez nous, au Globe and Mail, mais aussi ils sont sur leurs autres sites préférés. Et cela me dit que lorsque les gens ont peur, qu'ils sont en difficulté, leur maison brûle, ils sont sur les sources de bonne réputation. Et donc, je me permets d'espérer qu'ils savent la différence. Et je crois aussi que si on offre du très bon contenu, eh bien, les gens vont revenir. L'intelligence artificielle et le chaos qu'elle engendre pour nos lecteurs, d'après ce qu'ils nous disent, cela rend Internet encore moins fiable, donc ils veulent revenir à des sources d'informations où il n'y a pas, par exemple, tous ces contenus générés par l'intelligence artificielle qu'on peut voir sur Google. Donc ça pourrait être une bonne chose pour nous et on pourrait voir revenir les gens vers nous. Pour ce qui est de ce qu'on peut faire ici et ailleurs, la Fondation de journalisme canadienne a une campagne de littératie médiatique qui permet de travailler sur ces questions. Et si on peut trouver des fonds, faire en sorte que les institutions travaillent ensemble, ça peut être une bonne chose parce que je pense que la grosse crise pour notre démocratie, ça va être lié au manque d'accès à l'information. Oui, là, je pense que là, on a fait baisser l'espoir de 20 points, mais on va essayer de faire remonter le score. Je voudrais à présent parler non pas d'utopie ou d'un monde parfait, mais de ce que l'on peut faire à partir d'où on est. Là où vous êtes, quel serait le prochain problème, le problème que vous pourriez résoudre? On va commencer par vous, docteur. Oui, alors, lorsque j'écoute ce qui est dit ici, lorsque je regarde les nouvelles, ce qui se passe ici et ailleurs, je me sens plus préoccupée maintenant que je ne l'ai jamais été sur le problème de la désinformation. Mais je veux que ça soit justement un vecteur de changement et je ne veux pas que les gens se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Au contraire, il faut se dire qu'on peut faire partie de la solution et qu'on peut avancer. L'Association médicale canadienne accorde de l'importance dans un écosystème de santé qui soit de bonne qualité. Donc, on investit dans le journalisme de santé, on soutient de nombreux journalistes au Canada. On a également une chaîne Healthcare for Real qui cherche à démystifier le système de santé et qui fournit des contenus qui sont faciles à comprendre, même si notre système lui-même est compliqué. On a également des réseaux sociaux qui permet d'aider les médecins qui sont présents en ligne, leur dire justement où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher les Canadiens. Et puis, il y a des enquêtes telles que celles qu'on nous a présentées aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer. Et les médecins, heureusement, restent les professionnels auxquels on fait le plus confiance, mais ça veut dire qu'il y a un devoir qui est le nôtre, à la fois pour les patients, et un devoir vis-à-vis des patients et vis-à-vis des Canadiens. Donc, on va continuer à investir afin de s'assurer qu'on fasse partie de la solution et qu'on puisse faire avancer les choses et les sources fiables d'informations dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux. Et on veut qu'il y ait des budgets appropriés pour tout cela, des budgets de communication qui soient à la hauteur afin qu'on puisse partager l'information d'une façon qui soit fiable et qui soit facile d'accès pour les Canadiens. Donc voilà quelles sont les solutions auxquelles on travaille à l'heure actuelle. En même temps, on fait du plaidoyer pour qu'il y ait un meilleur accès au système de santé, mais ça, je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir un autre jour parce que je pourrais en parler très longuement. Ce sont des questions essentielles et j'espère que tous ceux qui sont présents dans la pièce et qui sont en ligne peuvent rejoindre cette bataille contre la désinformation. Parce que lorsqu'on partage de l'information, du contexte, on peut, à partir de là, réagir, contre-attaquer et
donner à notre système de santé une chance. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que il y a on a beaucoup parlé des préoccupations qu'on a sur les médias sociaux, mais la réponse n'est pas de quitter cet espace et de se retirer des médias sociaux. On peut avoir des informations fiables dans cet espace. Ça sera peut-être pas immédiatement accessible, ça prend du temps, mais il faut commencer par là. Craig, lorsque vous pensez à cette idée d'exister dans cet espace médiatique, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seraient les étapes à suivre? Je pense que tout le monde comprend bien qu'on a un pouvoir, un rôle à jouer. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, peu importe. La réalité, c'est que vous faites des choix sur ce que vous consommez et ce que vous amplifiez. Pas seulement ce que vous partagez, mais ce que vous regardez lorsque vous êtes sur TikTok ou sur Facebook et que vous vous arrêtez sur un contenu, c'est un signal qu'ils utilisent. Et plus vous restez longtemps sur ce contenu, plus ils se disent: «Ah, ça intéresse ce type de personne, alors peut-être que le même type de personne serait intéressé également par ce contenu». Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on consomme ces contenus, eh bien, on envoie des signaux utilisés par le système. Donc si vous, allez voir des contenus de qualité, avec, des experts, hein, eh bien, ça va renvoyer un signal, là encore. Alors c'est vrai que pour obtenir cet effet de masse, ça va prendre du temps, mais il y a, des organisations qui y travaillent et vous, en tant qu'individu, vous avez un rôle à jouer. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le système va vous montrer des choses, va vous influencer, mais vous-même, vous pouvez envoyer des signaux au système et influencer le système et faire en sorte de mettre en avant ce qui vous semble être des contenus de valeur. Ça peut être, des articles, par exemple de journaux, qu'on va partager sur Facebook. En tout cas, n'ayez pas l'impression que vous êtes, impuissant, vous avez ce pouvoir. Oui, vous n'êtes pas un consommateur neutre d'informations, c'est vrai, hein, il y a des signaux que vous envoyez à partir de ce que vous consommez. Oui, je pense qu'il faut que tout le monde s'abonne à la chaîne Healthcare for Real. Très bien, on a tous entendu. Non, c'est une idée très intéressante, hein, votre, attention, c'est une ressource, votre confiance, hein, c'est une ressource également qu'il ne faut pas gaspiller. Il faut en être conscient et comment on va, utiliser cette ressource. Alors de votre côté, Angela, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seraient, les étapes suivantes? Où est-ce que vous voyez, l'avenir? Alors si les gens veulent, avoir des informations de qualité sur Instagram et sur Facebook, oui, effectivement, on peut, y être présent et commencer par là, ou s'abonner au Globe and Mail ou à un autre journal, c'est une autre chose, afin de, consommer des contenus auxquels vous croyez. Et en tant que société, avec cette élection fédérale qui se profile, il faut, parler de ces sujets. Et les questions économiques, je pense, vont évidemment monopoliser l'actualité, électorale, mais je pense que l'accès à l'information et la santé, il faut que ça soit, ça fait partie de la conversation et ça dépend de chacun d'entre nous. C'est là peut-être qu'il y a une carte à jouer. Alors ici, vous êtes, le quarterback, l'espoir repose sur vous, hein, Dr. Joss. On connaît bien, votre visage qui est, une présence, apaisante au milieu de la désinformation. Lorsqu'on vous entend, on se dit: «Bon, voilà ce qu'il faut faire». Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qui serait à qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir? Moi, mon espoir, hein, c'est que, de plus en plus de gens, travaillent dans cet espace où on va fournir des informations crédibles au, grand public. Ça, c'est important. Mais comme pour, c'est un écosystème de l'information, donc on est tous un peu fragmentés, on le voit bien ici dans ce panel, hein, et je pense qu'on peut faire davantage, en termes de rassemblement, se rassembler pour amplifier ce que l'on dit.
Et lorsque je pense à la santé publique en général, il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas une seule solution. Il va y avoir différentes couches de protection. C'est ce que je l'ai dit c'est ce qu'on a dit pendant la pandémie. Une seule couche de protection ne sera pas parfaite. Il faut ajouter différentes couches de protection. Autre concept. On pense à ce qui est en amont, ce qui est en aval. Donc, par exemple, lorsqu'il s'est passé quelque chose, on va on va agir en conséquence, c'est-à-dire contrer la fausse information. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est de prévenir la fausse information, d'ajouter en prévention. Et il y a d'agir en prévention. Et il y a des acteurs qui travaillent dans cet espace et qui sont soutenus par un réseau de scientifiques, d'universités, etc. Ce réseau existe et il n'est pas simplement là pour répondre aux fausses informations, mais pour dire voilà les tactiques qu'il faut avoir en tête avant même que la désinformation se produise, que les gens sachent comment fonctionnent les réseaux sociaux, voilà comment la fausse information se propage. Et de cette manière, les gens vont savoir, vont être informés, vont être en contrôle. On va réduire la perméabilité à la désinformation, accroître la résilience à la fausse information et renforcer les médias. Et si on continue encore dans la prévention, il y a des actions systémiques que l'on peut prendre. D'un point de vue santé publique, il faut remplir le vide informationnel et il faut également faire en sorte d'appliquer les meilleures pratiques au sein des communautés. Que nous disent les communautés? Les gens nous disent qu'ils veulent de la transparence, une transparence opérationnelle. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion? Pourquoi est-ce que vous avez fait cette recommandation? Il faut expliquer. Pour les vaccins, par exemple, on explique comment l'approbation d'un vaccin se déroule. Et deuxièmement, ils veulent faire partie du processus de prise de décision. Le gouvernement va construire des campagnes de recommandations et là, on va pouvoir engager les communautés. Donc, on soutient un certain nombre d'activités. Il y a l'espace de la recherche universitaire, notamment avec des boîtes à outils que l'on met en place pour savoir comment engager le public. Leur expliquer, par exemple, comment on collecte les données sur la santé numérique, comment est-ce qu'on les analyse ensuite, de façon à ce que les gens aient confiance dans ce qu'on leur montre. Et donc, on peut également travailler avec les chefs de communauté auxquels les gens font confiance. Et les gens, par exemple, ne font pas toujours confiance au système parce que parfois ils ont fait l'objet de discrimination. Donc, travailler avec des chefs de communauté qui ont la confiance des gens, ça peut être essentiel. Dans le domaine de la santé, ça peut être des chefs autochtones, ça peut être des chefs confessionnels ou autres, mais qui vont permettre d'engager les communautés. Parce que je suis réaliste, je sais que les gens ne vont pas tous écouter, les agences de santé publique ne vont pas tous m'écouter. Donc, avoir ce groupe, ce réseau de gens auxquels les gens font confiance, et qui ont déjà établi des relations au sein de leur communauté, les avoir de notre côté, c'est essentiel. Et ça inclut vous-même. Oui, tout à fait. Colin m'a dit il y a 15 minutes qu'il ne nous restait que 5 minutes. Mais je voudrais quand même poser une question de suivi, et on n'a plus que quelques minutes. Mais est-ce que vous entendez l'idée que certaines personnes veulent plus de transparence opérationnelle? Lorsqu'on vous demande cette transparence opérationnelle, est-ce que parfois vous ne vous dites pas, mais bon, on sait ce qu'on fait, on n'a pas forcément besoin de tout expliquer? Ou est-ce que vous vous dites, il faut être réaliste, il faut être plus ouvert et montrer aux gens comment on arrive à telle ou telle conclusion, parce que finalement, c'est la réalité de l'environnement dans lequel on évolue. Oui, je pense qu'il y a des choses
à faire parce on écoute, on sait que c'est ce que les gens, on sait que c'est ce que les gens veulent. C'est un peu comme expliquer le processus scientifique, hein, expliquer que les scientifiques débattent entre eux, non pas parce que parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais que le processus scientifique par essence est basé sur le débat et les incertitudes et les questions. C'est comme le journalisme. Les journalistes sont là aussi pour expliquer. Et lorsqu'on observe les comportements animaux, les humains sont des animaux, et les sciences comportementales permettent de comprendre ce qui amène les gens à se comporter de telle ou telle manière et on essaye d'incorporer cela dans notre travail. Mais c'est là que les médias sociaux sont très forts. Ils savent exactement comment faire en sorte que les gens vont se comporter et ils savent comment aller travailler sur les circuits cérébraux qui vont amener les gens à se tourner vers tel ou tel contenu. Et c'est comme l'observation des comportements animaux, du comportement animal. Mais voilà, et c'est là aussi qu'il faut se situer et ça peut nous aider. Et c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez notre quarterback. Merci beaucoup à nos panélistes aujourd'hui, à nos invités. Merci infiniment. Notre mission, comme vous le voyez ici sur notre pancarte, c'est d'amener, de discuter de questions qui sont essentielles pour les Canadiens, et c'est le cas des questions que nous avons abordées aujourd'hui. Donc, au nom du Canadian Club de Toronto, je voudrais vous remercier nos orateurs d'avoir discuté de ces questions. Merci beaucoup. Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre scène aujourd'hui. David, merci beaucoup de nous avoir présenté l'enquête et les données. Chers invités, je voudrais vous remercier également d'avoir apporté un aspect humain, un point de vue humain à vos commentaires, à votre éclairage. Vous avez parlé d'espoir, vous avez parlé d'action, donc j'apprécie également ça. Hermine, on aimerait beaucoup que vous reveniez parce que vous avez une énergie, un dynamisme qui a rendu toutes ces questions très accessibles. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais vous dire que nous allons vous envoyer la présentation sur TikTok. Non, je plaisante, ça ne sera pas sur TikTok. Vous allez recevoir un courriel. Colin vient d'avoir une attaque. Et je voudrais vous parler de quelques événements à venir. Le 5 février, on a l'ancien gouvernement de la Banque du Canada, Stephen Poloz, qui viendra discuter de notre avenir économique. Le 11 février, nous avons un petit déjeuner d'ouverture de la conférence Globe Exchange avec Jane Ambershire, qui est responsable mondiale du développement durable pour BNP Paribas Asset Management. Vous pouvez aller voir notre site internet canadianclub.org. Je voudrais remercier une fois encore MD Financial Management et la Banque Scotia pour leur soutien. Et une fois encore, je voudrais remercier le soutien technique de ces événements, notamment pour la partie en ligne. Et nous espérons vous revoir très prochainement. Merci beaucoup.